La seconde partie de notre débat consacrée à ce crash de ce vol d'Égyptair, de cet Airbus A320 avec 66 personnes à bord, 56 passagers, 7 membres d'équipage, 3 agents de sécurité égyptiens. Et ce soir, eh bien, 2 hypothèses, la thèse de l'accident ou encore la thèse de l'attentat. On en parlait avec Alain Bury, et la thèse aussi du suicide. Mais Alain Bury nous expliquait en première partie de débat qu'il paraissait peu probable que ce soit un homme qui ait voulu se suicider, qui ait donc fait plonger, abîmer en tout cas l'avion en mer. Claude Moniquet, je voudrais revenir vers vous. Claude Moniquet, ça va se passer comment maintenant, l'organisation des recherches? Est-ce que vous pensez que l'enquête va aller vite ? Alors, au niveau des recherches, si l'épave est effectivement localisée, ou en tout cas si des débris permettent de la localiser, parce que des débris peuvent se trouver à quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres du lieu du crash. Mais la Méditerranée, ça n'est pas le Pacifique ni l'Atlantique, donc on trouverait assez vite. Après, il va falloir savoir effectivement avec quels moyens on pourra descendre sur l'épave. Ça peut prendre un certain temps. Mais parallèlement à ça, bien entendu, certaines informations seront déjà exploitables. Effectivement, comme on l'a déjà dit, la manière dont l'avion s'est disloqué, les traces éventuelles d'explosion, et bien entendu, on aura peut-être, si c'est un attentat, une revendication. Ce sont des éléments qui vont être pris en compte. Il y a plusieurs enquêtes qui vont avoir lieu. Il y a une enquête évidemment égyptienne, mais bon, sur laquelle je n'ai pas beaucoup d'optimisme, parce que les Égyptiens ont évidemment tout intérêt à dire que c'est un attentat, surtout si l'avion venait de France et pas d'Égypte, et pas un problème de maintenance en Égypte, par exemple. Il y aura une enquête française, bien entendu, mais par exemple, d'autres pays qui ont des ressortissants à bord peuvent aussi faire une enquête. Et par ailleurs, comme ça touche la sécurité aérienne mondiale, s'il s'agit bien à la fois d'un accident, mais surtout d'un attentat, à ce moment-là, plusieurs pays, bien entendu, vont s'en mêler, les services de renseignement vont se mettre de la partie, et là, je pense qu'effectivement, assez vite, en quelques heures ou quelques jours, on pourrait avoir, peut-être pas encore une certitude, mais au moins une quasi-certitude sur ce qui s'est passé. Malika Aoudia, pour les familles des victimes, le deuil est vécu différemment si c'est un attentat ou si c'est un accident, ou dans le fond, la mort c'est la mort, et que ce soit attentat ou accident, le deuil et la douleur est la même. Oui, en tout cas, quelle que soit la mort, elle reste un événement douloureux. Il devient encore davantage lorsqu'il s'agit d'une mort soudaine, inattendue et brutale, brusque, qui peut arriver. Lorsqu'on accompagne des personnes d'un certain âge et on sait que ce processus va nous amener à voir une personne âgée mourir, ça nous affecte, c'est très douloureux. Pour les proches, ça reste très douloureux, mais c'est inscrit dans notre organisme. Il y a un peu cette préparation et comme une information inscrite qu'on va tous vers cette mort-là. Et malgré ça, ça reste une mort difficile. En revanche, lorsque vous avez une mort inattendue, donc qui va survenir, et notamment lorsqu'elle est due à une intentionnalité humaine, là, le processus de deuil dans son déroulement les phases vont être après les mêmes dans les deux cas. Sauf que ici, on va comprendre que ça va être vraiment plus compliqué en termes de processus psychologique interne. Et les risques majeurs, c'est ce qu'on appelle les deuils compliqués, et de trouver dans les premières phases de ce qu'on appelle la phase de sidération ou la phase du choc, celle d'arriver à avoir de l'information. C'est pour ça que l'information est très importante. Le fait de montrer, de dire que là, on a retrouvé, on a localisé, ça permet aux gens d'acter qu'il y a quelque chose sur lequel on va commencer une réalité. Parce que cette réalité est très dure à admettre, même lorsqu'on sait que c'est une réalité. À partir de ce moment, il y a des phases qui vont nous amener, comme vous l'avez précisé, jusqu'à la phase d'acceptation. Une acceptation n'est pas une approbation. Une acceptation, c'est de pouvoir intégrer que, en fait, la mort qui fait si mal peut advenir. Et lorsqu'il s'agit d'une intentionnalité humaine, les risques peuvent générer des complications post-traumatiques. Donc, il peut y avoir des complications qui vont être dues à ce qu'on appelle des stress post-traumatiques, avec toute leur symptomatologie. Je dirais, et c'est important de le préciser, qu'en dépit de toutes ces complications, il faut savoir que la première chose importante à l'heure où on parle, c'est que les familles des victimes ont besoin d'une information crédible. Et surtout, je dirais surtout, ne pas donner l'impression qu'on leur cache une vérité. Et ils ont besoin d'une information de maintenant, c'est-à-dire de ce qui s'est passé, au moins de quelles sont les informations qu'on a, et le processus d'information, et de suivre dans la durée, et qu'ils soient rassurés que dans la durée peuvent être suivis, de pouvoir avoir à disponibilité des informations dans la durée. À cela, je rajouterai, juste en deux mots, il y a dans ces processus-là, bien évidemment, toute la solidarité qui va s'organiser autour, et
parmi les personnes, c'est pour ça que les cellules sont présentes, on se met à disponibilité, à la fois pour repérer les personnes qui ont besoin réellement des interventions dès maintenant pour éviter les complications, et surtout de donner la possibilité aux personnes de se regrouper, de pouvoir, s'ils le souhaitent, trouver un espace de parole et de réassurance par rapport aux réactions qu'ils peuvent avoir. Même lorsqu'elles sont difficiles, elles sont douloureuses. Le mot deuil fait référence à la douleur. On sait qu'on est dans des processus douloureux. Ce qu'on essaye de faire par toute la mobilisation, c'est de permettre aux personnes d'avoir les conditions pour pouvoir faire face à une épreuve aussi difficile. Romain Nadal, bonsoir, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Merci d'être avec nous, Romain Nadal. Le ministre de l'aviation civile égyptien affirme ce soir, selon lui, qu'il penche plus vers la thèse de l'attentat que de l'accident. Quelle est la position des autorités françaises après cette journée, ce début d'enquête, ces éléments qui nous arrivent les uns après les autres? Le ministre Jean-Marc Ayrault l'a indiqué ce matin très clairement, après avoir vu les familles des victimes, la France n'écarte aucune hypothèse, mais elle n'en privilégie aucune. À l'heure où nous parlons, tous les moyens sont déployés pour identifier les causes de ce crash aérien, et il faut pour cela retrouver les restes de cet avion et la boîte noire, qui sont les éléments à partir desquels nous pourrons avoir une certitude sur les causes de ce crash. À l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune certitude. Nous avons déployé beaucoup de moyens avec l'aide d'un certain nombre d'États qui sont proches de la zone où l'avion s'est écrasé. Et c'est ça qui compte maintenant, mettre tous les moyens pour retrouver les restes de cet appareil, la boîte noire, les corps évidemment des passagers si possible, et pouvoir à partir de cela déterminer de façon scientifique les causes de ce crash. Pour le moment, ça n'est pas le cas, mais tout est mis en œuvre pour y arriver. Romain Nadal, de quelle manière les autorités françaises aident aujourd'hui les autorités égyptiennes? De quelle manière est-ce qu'on coopère? Est-ce que des navires français ont été envoyés sur zone? Est-ce que des experts français sont sur place également? Ça se passe comment? Oui, il y a d'abord une équipe qui arrive cette nuit au Caire, du bureau enquête-analyse et d'Airbus. Ensuite, il y a des moyens aériens et maritimes. Un avion est d'ores et déjà sur zone depuis cet après-midi, un Falcon 50. Et demain, un bâtiment de la Marine nationale sera également sur zone et viendra s'ajouter aux moyens déjà déployés par l'État grec, l'Égypte, et les États de la région qui peuvent nous aider, qui sont à proximité de la zone où l'avion s'est écrasé. Romain Nadal, Claude Moniquet, ancien de la DGSE, disait tout à l'heure il faut rester très prudent avec les informations qui sont données par la compagnie aérienne égyptienne Egypt Air, qui affirme ce soir que l'épave de l'appareil a été retrouvée. Est-ce que vous pouvez nous confirmer l'information, hein? Moi, je ne peux pas encore vous le confirmer, mais ce que je peux dire, c'est que tous les moyens sont déployés pour identifier cette épave, retrouver les restes de cet avion, les corps des victimes et la boîte noire, de façon à pouvoir identifier les causes de ce crash. C'est ça l'urgence. Et puis par ailleurs, nous apportons tout le soutien possible aux familles des victimes, ici à Paris, et le ministre s'est rendu auprès d'elle ce matin, et au Caire, où notre ambassade a mis en place une cellule de crise pour accueillir les proches et les familles des victimes qui se trouvent en Égypte. Merci beaucoup, merci Romain Nadal, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Romain Nadal, je redonne d'ailleurs tout de suite le numéro de la cellule de crise du Quai d'Orsay. C'est le 01 43 17, 55 95. Le numéro d'urgence qui a été mis en place par la compagnie Egypt Air, 00 202 25 98 93 20. Valérie Rondeau, je voudrais qu'on parle, si vous le voulez bien, quand même des mesures de sécurité qui ont été prises dans les aéroports parisiens à Roissy-Charles de Gaulle. Est-ce que ces mesures de sécurité, est-ce qu'on est au maximum de ce que l'on peut faire ? Alors, on pourra toujours faire mieux en matière de sécurité, je dirais même de sûreté en la matière. Il ne faut pas perdre de vue que la France a mis en place un plan national de sûreté, qui est une obligation européenne d'ailleurs. Et chaque aéroport lui-même applique les consignes de ce plan national de sûreté. Et donc, évidemment, tout ça, c'est effectivement très, très suivi, très encadré. Et on peut dire qu'en France, on a quand même la chance d'avoir des mesures de sûreté
sûreté qui fonctionne. Hein. C'est pas partout, évidemment, dans les pays émergents, on a beaucoup plus de mal à appliquer des mesures de sûreté comme nous avons aujourd'hui. C'est un peu ça aussi qui est étonnant dans cette affaire, puisqu'en fait, cet avion partait de Roissy. Donc, il y aura sûrement dans l'enquête beaucoup de choses à aller creuser. Moi, qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs au niveau de l'enquête aussi, Valérie Rondeau, parce que ça, c'est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, tout le personnel, ça va du fret, ça va au portique de sécurité, à ceux qui fouillent les bagages, tous vont être convoqués là, ce qu'on peut dire, et tous vont être interrogés, toutes les vidéosurveillances vont être analysées. C'est comme ça que ça va se passer ? C'est exactement comme ça que ça va se passer. Il va falloir refaire la traçabilité complète en fait de tous les intervenants, de toutes les personnes qui sont intervenues sur ce vol en matière de sûreté. Donc ça part effectivement du bagage, de l'enregistrement, la sûreté. Donc il y a beaucoup de personnel qui interviennent pendant tout le déroulement jusqu'à l'embarquement des passagers à bord. Donc effectivement, il va falloir retracer tout ça, toutes les personnes qui sont intervenues tout le long de la chaîne, et également la sûreté qui concerne l'aéronef, qui elle est indépendante de ce qui se passe au niveau des passagers, qui est aussi, on fouille la soute, on fouille l'aéronef, c'est aussi tout ça les mesures de sûreté avant le départ d'un avion. Alain Burri, vous voulez rajouter quelque chose ? Si c'est un attentat, la grande question à se poser est à savoir où cette bombe aurait été placée. Si c'est au Caire, je ne dis pas qu'hélas ils sont habitués, mais il y a des précédents. Si c'est à Paris, c'est un choc pour la France. Parce qu'on a le sentiment d'avoir une sécurité optimale qui, en la matière, si c'était le cas, a failli complètement. Et pour vous, la sécurité est optimale aujourd'hui dans les aéroports parisiens, Elle est optimale, on peut toujours en faire plus, mais je pense qu'elle est d'un bon niveau, et il y a une bonne surveillance. Il faut savoir aussi qu'autour d'un avion qui fait une rotation, on en parlait tout à l'heure, et qui reste à peu près 1 heure au sol, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a à peu près 7 à 8 catégories de personnel qui gravitent autour. D'abord l'équipage, qui dit que c'est pas l'équipage qui l'a passé, pilote ou hôtesse. Il y a les passagers, qui dit que c'est pas un passager qui l'a passé, qui dit que c'est pas une femme de ménage qui fait le nettoyage de l'avion. Après, il y a les gens qui sont autour de l'avion, les mécaniciens, il y a les bagagistes, il y a également les gens qui font l'avitaillement, c'est-à-dire le plein de carburant, et il y a également le fret. Ça a très bien pu être posé par quelqu'un dans un bagage ou dans un colis. Et d'autre part, et il ne faut pas exclure ça, et ça ce serait grave, parce qu'il peut très bien y avoir des intervenants sur un aéroport qui ne sont pas connus. Il suffit de faire une photocopie d'un badge qui n'a pas été vérifié, et dans ce cas-là, si c'était ça, ce serait gravissime. Parce que dans ce cas-là, il faudrait remettre en cause complètement le suivi et la formation des personnels qui gravitent dans les zones d'accès réglementées. Parce que dans un aéroport, il y a plusieurs zones d'accès, avec des badges de couleurs différentes, de localisation, qui permettent aux personnes soit d'accéder à l'avion, soit d'accéder à la technique, soit d'accéder au fuel, soit au fret. Alors justement, Claude Moniquet, c'est intéressant ce que disait Alain Burri. Ce qu'il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs, c'est que fin décembre, c'était après les attentats du 13 novembre à Paris, le PDG d'ADP, aéroport de Paris, avait indiqué que le badge de 70 personnes avait été retiré pour phénomène de radicalisation. Oui, et ça n'est pas nouveau. Il y a quelques années, à plusieurs reprises, depuis 2001, et même avant, mais surtout depuis 2001, à plusieurs reprises, il y a eu des vagues de retrait de badges à Orly, à Roissy, dans d'autres aéroports en France, souvent par dizaines de personnes qui étaient jugées radicalisées sur base de rapports de police ou de rapports de renseignement. Ça prouve d'ailleurs que la sécurité est prise extrêmement au sérieux. Je connais bien certaines des personnes qui s'occupent de la sécurité au plus haut niveau d'aéroports de Paris. Ce sont des gens de très grande qualité qui sont extrêmement attentifs à tout, y compris aux détails. Donc effectivement, si attentat il y a, il est vital de savoir si cette bombe a été introduite au bénéfice de la rotation, si elle était mise à bord à Tunis. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faudra changer les règles d'inspection des vols qui sont en rotation et les inspecter totalement, vraiment à fond. Si malheureusement il s'avérait qu'il y a un engin explosif et qu'il a été introduit à Paris, ce serait une catastrophe pour la France, pour la sécurité aérienne, mais bien sûr aussi pour ADP, parce que ça veut dire que là on a deux possibilités, soit effectivement un passager, trois possibilités, l'équipage, un passager, ou effectivement, comme ça a été dit, un des membres du personnel au sol. Si on était, mais soyons extrêmement prudents, si on était dans cette configuration, ce serait gravissime parce que c'est toute la confiance
dans la sécurité qui sera remise en cause, et c'est même toute l'architecture de la sécurité aéroportuaire, et pas seulement aéroportuaire, mais aussi dans les centrales nucléaires, dans les zones dans toute une série d'industries, Céveso, d'industries qui sont des industries de sécurité, de première importance. C'est toute l'architecture de sécurité qu'il faudra revoir. Parce qu'il faut rappeler aussi, Claude Moniquet, c'est que la France aujourd'hui est vraiment dans le viseur des terroristes. C'est d'ailleurs peut-être le pays européen aujourd'hui qui est le plus visé par les terroristes. Et d'ailleurs le patron de la DGSI d'ailleurs a fait une déclaration encore aujourd'hui et a encore alerté et a dit attention, la France est dans le viseur des terroristes. Attention aux lieux où il y a notamment beaucoup de foule. Pourquoi nous en particulier? Pourquoi nous, Claude Moniquet? Parce que dans le fond, on n'est pas les seuls à les bombarder en Syrie. Il y a d'autres pays européens aussi qui sont sur place. On n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls, mais on cumule, aux yeux des intégristes, des radicalisés, on cumule quand même une série de tares, entre guillemets. D'abord, la France est un pays laïque. Et en Europe, c'est le seul pays qui affirme de manière parfois un peu agressive, mais de manière légale, officielle, sa laïcité. Il n'y en a pas d'autres. La Belgique, par exemple, est neutre, elle n'est pas laïque. Deuxièmement, la France est évidemment en Syrie et bombarde les djihadistes en Syrie, mais pas seulement. La France a été en Afghanistan. La France est présente au Sahel, où elle est à peu près seule. Nos alliés européens sont quand même très très absents. Donc la France est en guerre avec l'islam radical, djihadiste en tout cas, depuis 15 ans. Depuis les premières opérations en Afghanistan. La France soutient une série de pays et de régimes qui sont eux-mêmes en but au terrorisme islamiste. Donc la France, à la fois par sa nature d'État laïque, et deuxièmement parce qu'elle est clairement en guerre ouverte contre le djihadisme depuis plus de 20 ans aujourd'hui, la France est la cible numéro 1, comme M. Calvar l'a rappelé, la cible numéro 1 des djihadistes, que ce soit les djihadistes d'Al-Qaïda ou ceux de l'État islamique, même si bien entendu les États-Unis et la Grande-Bretagne nous suivent de très très près. On est dans le peloton de tête, mais on est probablement malheureusement aujourd'hui en tête du peloton de tête. Valérie Rondeau, chez les pilotes, chez les personnels de bord, est-ce qu'aujourd'hui il y a une peur qui n'existait pas avant, justement du fait de cette menace terroriste et de la France qui est en première ligne quand même, qui est dans le viseur des terroristes pour les raisons que vient de nous expliquer Claude Moniquet? Oui, oui, mais pas spécialement plus que ça. Enfin, je pense que M. Bury sera d'accord avec moi. C'est une menace qui existe. Les mesures de sûreté, comme on en parlait tout à l'heure, sont mises en place. Elles sont respectées, on les fait respecter. Alors, on peut toujours les améliorer, bien sûr, mais je pense que le professionnel navigant est surtout attaché à son vol, à s'occuper de faire son job dans de bonnes conditions. Après, tout ce qui va entourer toutes ces règles de sûreté, on va dire que ça ne va pas être sa préoccupation numéro 1. Et aujourd'hui, justement, les personnels navigants, avec la montée du terrorisme, est-ce qu'elles ont de nouvelles formations, justement, en cas de problème sur un vol, Alain Bury? Ils sont plus sensibilisés aux problèmes, bien sûr. À l'occasion de leur stage de renouvellement de licence, on assiste un petit peu sur cet aspect des choses. Mais il faut dire qu'en France, les navigants, de façon générale, avaient une confiance absolue dans leurs avions. S'il s'avérait que la bombe était posée à Paris, la confiance serait détruite instantanément. C'est évident. Malika Aoudia, un dernier mot quand même sur les familles des victimes. Une partie des familles des victimes a quitté tout à l'heure l'aéroport de Roissy pour se rendre au Caire. C'est important pour elles aussi d'être à proximité finalement du drame et de ne pas être dans l'éloignement, finalement de se rapprocher de son deuil d'une certaine manière, oui, de la vérité aussi, de la vérité de la mort. En fait, il faut avoir la précaution de dire que toutes les familles et tous les proches ne vont pas exprimer de la même façon le rapport au fait de partir ou de ne pas partir ou de se déplacer sur les lieux, mais ceux qui ont le souhait de le faire, il est demandé qu'ils soient vraiment bien accompagnés. Et ce que les victimes disent généralement lorsqu'elles se rapprochent des lieux, c'est aller au contact de cette réalité. Et il faut considérer aussi que c'est un effort coûteux émotionnellement pour eux. Mais juste vraiment un dernier mot, que ce soit la première chose qu'il faudrait aussi rappeler aux victimes et aux familles des victimes de ce vol, c'est qu'il y a vraiment des professionnels de santé, qu'on ait des informations ou pas, même lorsqu'on a de la difficulté à gérer avec l'événement,
on a des professionnels qui sont disponibles. Je citerai, si on est sur la localité de Paris, juste vous référez toujours au fait que les professionnels soient formés à la question du psychotraumatisme, parce que les approches sont spécialisées. Et on a des structures comme l'Institut de victimologie à Paris, le centre de psychotraumatologie à l'hôpital Tenon, se rapprocher de ces centres de soins, même pour demander un avis lorsqu'on sent réellement en difficulté. Avoir une vigilance aussi pour les enfants. Et un dernier mot, cet événement-là peut réveiller, peut réactiver aussi chez des personnes qui ont connu des traumatismes antérieurs. On parlait des attentats de novembre, mais autres. Lorsque on se sent, suite à cet événement, en difficulté, qu'on sent qu'on commence à être submergé, on peut aussi se rapprocher et demander un avis qui vous permettra de savoir s'il y a nécessité d'intervenir, le faire précocement. Ça vous permettrait de réduire la durée de rétablissement ou de reprendre cours dans la vie. On va revenir, si vous le voulez bien, en images sur ce qui s'est passé la nuit dernière. C'était aux alentours de 2h30 du matin. C'est ce vol d'Égyptair qui s'est abîmé en mer Méditerranée. Il était alors à 280 km des côtes égyptiennes. Il y avait à son bord 66 passagers, 66 personnes, 56 passagers, 7 membres d'équipage, 3 agents de sécurité égyptiens. Et ce soir, il faut rester encore prudent. Selon la compagnie aérienne Égyptair, eh bien, l'épave de l'appareil aurait été retrouvée. On revient en images sur ce qui s'est passé la nuit dernière, sur les différentes hypothèses avec nos confrères de France 3. Voici l'avion qui s'est écrasé. Un Airbus A320 de la compagnie Égyptair, âgé de 13 ans. À bord, 56 passagers et 10 membres d'équipage. À 23h09 hier soir, le vol MS-804 décolle de l'aéroport de Roissy. Direction Le Caire, la capitale égyptienne. Les conditions météo sur le parcours sont idéales. L'appareil va traverser la Suisse, la Croatie. Il arrive en Grèce. En survolant l'île de Kea, le pilote ne signale aucun problème aux contrôleurs aériens. Il poursuit sa route à 11 000 mètres d'altitude vers l'île de Karpathos, entre dans l'espace aérien égyptien, lorsque soudain, à 2h37 du matin, l'appareil vire brutalement sur la gauche, à 90 degrés, et perd de l'altitude. Puis il vire à droite, à 360 degrés. La 320 chute de 11 000 à 4 500 mètres et disparaît des radars sans émettre de signal de détresse. On voit bien que structurellement parlant, nous avons un avion qui n'est plus piloté ou qui n'est plus pilotable. C'est un élément clé de la structure qui visiblement a dû être cassé. La télévision égyptienne annonce ce matin la disparition de l'avion et sur Internet, Égyptair diffuse les nationalités des 56 passagers. À bord se trouvaient notamment 30 Égyptiens et 15 Français. À l'aéroport de Roissy, les familles des victimes arrivent une à une, effondrées, et sont emmenées à l'écart, dans un hôtel. À ce stade-là, nous devons d'abord privilégier notre solidarité à l'égard des familles et la recherche des causes de la catastrophe. En mer, les forces armées grecques ont immédiatement envoyé cette frégate et des avions sur zone. L'Égypte fait également converger ses navires pour retrouver l'appareil qui est finalement localisé au large de l'île de Karpathos. Un Hercule C-130 égyptien cet après-midi a repéré en mer les premiers débris. À Karpathos, des habitants affirment avoir vu une boule de feu cette nuit tomber du ciel, mais ces témoignages n'ont pas été confirmés. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à mes invités. Merci beaucoup Claude Moniquet d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous en plateau à Paris. Tout de suite, la suite de l'édition spéciale avec Raphaël Kahn. Très belle soirée.